La fondation s'était fissurée un mardi d'octobre, mais la structure s'affaiblissait depuis des années. Gregory McCarthy n'avait tout simplement pas regardé les bons murs porteurs. Il se tenait dans sa cuisine à Portland, observant son fils de 9 ans, Dylan, disposer sa collection de cartes de baseball vintage sur le comptoir, les organisant avec un soin méticuleux que Gregory reconnaissait en lui-même. Melissa se déplaçait dans l'espace comme une danseuse, ses cheveux noirs capturant la lumière de la fin d'après-midi, tandis qu'elle préparait une salade pour le dîner chez ses parents. Ces dîners du dimanche chez les Merrill étaient devenus une routine au cours des 8 années de leur mariage. Un rituel que Gregory avait appris à endurer avec la même patience stoïque qu'il appliquait aux clients difficiles. « Papa, tu crois que mamie chérie voudra voir mes cartes ?» Les yeux de Dylan s'illuminèrent d'un enthousiasme innocent qui serra la poitrine de Gregory. « Peut-être les garder ici ?»« Mon pote, » dit Gregory en ébouriffant les cheveux de son fils, « tu sais comment elle est avec les objets sur ses meubles ?» Melissa lui lança un regard vif mais fugace. Ils avaient eu cette conversation auparavant, sous 1000 variations non dites. Sa mère, Sherry Merrill, était pointilleuse, contrôlante, intense d'une manière qui mettait Gregory sur les nerfs, mais Melissa était le pont qu'il traversait pour maintenir la paix. Il avait grandi dans un foyer brisé, son père absent, sa mère travaillant 3 emplois pour les maintenir à flot. Quand il avait rencontré Melissa à l'université, sa famille stable lui avait semblé un cadeau. Il lui avait fallu des années pour réaliser que la stabilité pouvait être une cage. Le trajet jusqu'à la maison des Merrill à Lake Oswego prenait 20 minutes à travers des rues bordées d'arbres où les maisons coûtaient 3 fois ce que gagnait Gregory en tant qu'architecte. Sherry et son mari Raymond vivaient dans une vaste maison de style craftsman avec des haies parfaitement taillées et un paillasson toujours posé à exactement 90 degrés par rapport à la porte. Raymond Merrill était un cadre d'assurance à la retraite. Silencieux au point d'être invisible, un homme qui avait appris à se faire petit dans sa propre maison, Sherry ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Elle le faisait toujours. « Voilà mon petit-fils préféré », chanta-t-elle en attirant Dylan dans une étreinte qui dura juste un instant de trop. Elle avait 58 ans mais se maintenait avec la précision agressive de quelqu'un qui combattait le temps à poings nus, mèches blondes. Vêtements impeccables, maquillage qui semblait appliqué par un professionnel. Ses yeux trouvèrent Gregory par-dessus l'épaule de Dylan et son sourire se crispa imperceptiblement. Gregory, Melissa. Pile à l'heure, le dîner se déroula avec une chorégraphie familière. Sherry dominait la conversation, ramenant chaque sujet à elle-même ou à Dylan. Elle avait préparé ses plats préférés, lui posa d'innombrables questions sur l'école, les amis, les sports. Son attention était un projecteur qui poussait Gregory à vouloir protéger son fils instinctivement. Bien qu'il ne pût expliquer pourquoi, Melissa participait chaleureusement et Raymond offrait des accords occasionnels et silencieux, ses yeux distants. Gregory avait appris à étudier les structures, à lire les points de tension et les faiblesses. Il avait bâti une carrière sur la compréhension de la façon dont les bâtiments pouvaient s'effondrer. Mais les gens étaient différents. Les gens étaient plus durs à lire, surtout quand ils souriaient. Après le dîner, pendant que Melissa aidait sa mère en cuisine, Gregory trouva Dylan dans le bureau avec Raymond, feuilletant un vieil album photo. « Ta maman à l'âge de Dylan ?» dit Raymond en pointant une photo. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose que Gregory ne pouvait identifier. Tristesse, regret. Elle avait le même sourire, observa Gregory. Raymond referma l'album avec soin. Elle était heureuse à l'époque, avant qu'il ne s'arrête lui-même et jette un regard vers la cuisine où la voix de Sherry portait « Rien, un vieux radotant ». Le moment passa. Melissa les appela pour le dessert. C'est pendant le café que Sherry présenta le cadeau. Elle sortit d'un meuble une boîte en bois ornée, sculptée de motifs intricés qui suggéraient qu'elle était chère, peut-être antique. Elle la tendit à Dylan avec un sourire complice. C'est quelque chose de spécial. Mon chéri, juste pour toi, elle fit un clin d'œil, mais ouvre-la quand tu seras seul. D'accord, c'est une surprise secrète. Le visage de Dylan s'illumina. Vraiment? Merci. Mamie. Gregory sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Quel genre de cadeau doit-on ouvrir seul? Le sourire de Sherry ne vacilla pas, mais ses yeux se durcirent. C'est une affaire entre grand-mère et petit-fils. Gregory, ne sois pas un parent hélicoptère. Je ne le suis pas. Il va bien? Melissa intervint, sa main sur son bras. Un avertissement, doux mais ferme. Gregory ravala son objection. Dylan serra la boîte joyeusement, et le moment passa. Mais l'esprit de Gregory s'accrocha à cela, le retournant comme une pièce de puzzle qui ne s'ajustait pas. Ils partirent 1 heure plus tard.
Dylan s'endormit sur la banquette arrière, la boîte en bois sur ses genoux. À la maison, Grégory aida à porter Dylan en haut. Son fils remua quand Grégory le borda, la boîte maintenant sur sa table de nuit. « Je peux l'ouvrir maintenant ?»« Papa, mamie a dit, quand tu seras seul, mais tu n'es pas vraiment seul. »« Hein ? Tu es mon papa ?» Grégory hésita. Ce sentiment froid n'avait pas disparu. Et si on attendait demain ? Ce sera quelque chose à anticiper. Dylan bâilla, déjà en train de sombrer. « D'accord ?» Grégory descendit les escaliers pour trouver Mélissa en train de lire dans le salon, ses jambes repliées sous elle. C'était leur routine, leur paix. Il se versa un bourbon et s'assit en face d'elle. « Tu étais tendue ce soir ?» dit-elle sans lever les yeux. « Ta mère était intense avec Dylan. Elle l'aime ? Je sais, c'est juste. » Il chercha les mots. L'histoire du cadeau était bizarre. Mélissa leva alors les yeux. « C'est un cadeau, Greg. » Elle lui a probablement acheté une carte de baseball ou quelque chose de collectionnable et voulait que ce soit spécial. Alors pourquoi le secret ? Parce qu'elle est dramatique ? Tu sais ça ? La patience de Mélissa s'effilochait. Ils avaient tourné autour de ce sujet auparavant. Elle a eu une enfance difficile, donner des cadeaux et sa façon de montrer l'amour. Grégory savait qu'en battre en retraite. Il hocha la tête, sirota son bourbon, mais son esprit ne lâchait pas prise. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. Il resta allongé à côté de Mélissa, écoutant sa respiration, pensant au clin d'œil de Chérie, à la façon prudente dont elle avait tendu la boîte, à la phrase inachevée de Raymond, à la manière dont l'affection de Chérie pour Dylan ressemblait toujours à de la possession. À 2h du matin, Grégory abandonna l'idée de dormir. Il se glissa dans le couloir jusqu'à la chambre de Dylan, se disant qu'il vérifiait juste sur son fils. Dylan dormait profondément, un bras jeté sur son oreiller. La boîte en bois trônait sur la table de nuit, innocente dans l'obscurité. Grégory la prit. Elle était plus lourde que prévu, solide. Les sculptures étaient rugueuses sous ses doigts. Il devrait attendre, respecter les souhaits de Chérie, croire que c'était inoffensif. Mais Grégory McCarthy avait appris jeune que la confiance devait se mériter, et sa belle-mère ne l'avait jamais méritée. Il porta la boîte en bas jusqu'à son bureau, ferma la porte et alluma sa lampe de table. La boîte avait un loquet simple, pas de serrure. Grégory l'ouvrit. Pendant un long moment, il ne put traiter ce qu'il voyait. Son cerveau le rejeta, essaya de le recontextualiser comme quelque chose d'innocent, mais il n'y avait pas d'explication innocente. Des photographies, des dizaines, Dylan à divers âges dans la salle de bain chez les Merrill, en train de se changer, dormant pendant des soirées pyjama. Certaines semblaient retouchées, modifiées, superposées avec des choses qui faisaient reculer l'esprit de Grégory. Et sous les photos, un journal rempli d'entrées manuscrites qui firent se rétrécir sa vision. Grégory referma la boîte, la posa, s'éleva, s'assit, ses mains tremblaient. Rage et horreur et incrédulité le submergèrent en vagues si physiques qu'il pensa vomir. Il avait besoin de bouger, d'air, de ne pas être dans la même maison que cette chose. Il se retrouva dans le garage sous les lumières fluorescentes, faisant les 100 pas. Son esprit parcourait les implications, les chronologies, chaque moment où Chérie avait été seule avec Dylan, chaque soirée pyjama, chaque moment spécial. Il entendit des pas. Mélissa apparut dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans son peignoir, les yeux inquiets et ensommeillés. « Greg, il est 3h du matin. Qu'est-ce que tu… » Elle vit son visage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas trouver les mots pour ce qu'il avait vu. Il passa devant elle, récupéra la boîte dans son bureau et la lui tendit. « Ne l'ouvre pas si tu ne veux pas savoir, » parvint-il à dire. « Mais tu dois savoir. » La confusion de Mélissa se transforma en alarme. Elle ouvrit la boîte. Son visage se vida de toutes couleurs. Elle regarda les photos, feuilleta les pages du journal, puis la boîte lui échappa des mains, le contenu se répandant sur le sol du garage. « Non » murmura-t-elle. « Non, 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 ce n'est pas… Elle ne ferait pas… Habille-toi » dit Grégory. Sa voix sonnait plate et morte. « On va à la police tout de suite. » Mélissa le regarda, les larmes coulant sur son visage. « Ma mère est une prédatrice. » Le mot avait un goût de poison. Et je n'attends pas jusqu'au matin pour signaler ça. Ils laissèrent Dylan chez leur voisine, une enseignante à la retraite nommée Madame Schön, qui ne posa pas de questions en voyant leur visage. Grégory conduisit à travers des rues vides, Mélissa silencieuse à ses côtés, la boîte scellée dans un sac à preuves qu'il avait trouvé dans son garage. Il avait appris la préservation des preuves dans un podcast sur les crimes. Jamais il n'avait pensé en avoir besoin pour cela. Les lumières fluorescentes de la station de police étaient dures, stériles.
Un sergent de nuit écouta leur explication balbutiante, son expression passant de l'ennui à l'alerte. En quelques minutes, ils étaient dans une salle d'interrogatoire avec le détective Terren Beck, un homme dans la quarantaine aux yeux fatigués qui en avait trop vu. Beck ouvrit la boîte, sa mâchoire se serra. « Je dois que vous me racontiez tout, dit-il depuis le début, et Grégory le fit. Il raconta à Beck à propos de Chéri, du cadeau, de ses soupçons qu'il avait écartés, Mélissa assise à ses côtés, tremblante, confirmant les détails. Beck prit des notes, posa des questions prudentes, et quand ils eurent fini, il passa un appel téléphonique. « Nous allons devoir parler à votre fils. » Beck dit doucement. « Il y a des spécialistes pour ça. Je vous promets qu'on sera prudent. » Grégory hocha la tête. Il s'y était attendu, l'avait redouté. « Et Madame Merrill ?» demanda-t-il. L'expression de Beck se durcit. « Nous allons lui rendre visite très bientôt. » L'aube se levait quand ils quittèrent la station. Grégory rentra lentement à la maison, ses mains enfin stables sur le volant. À côté de lui, Mélissa fixait la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre. « J'aurais dû savoir, » murmura-t-elle. « Non, » dit Grégory fermement, « ce n'est pas de ta faute. Les prédateurs sont bons pour se cacher. C'est ma mère, et Dylan et c'est notre fils. Nous l'avons protégé, c'est ce qui compte, mais même en le disant, Grégory savait que ce n'était que le début. La fondation s'était fissurée, et maintenant il pouvait voir tous les dommages cachés dessous. Il n'avait aucune idée de la profondeur, il était sur le point de le découvrir. Le café dans le bureau du détective Beck avait un goût de regret et de métal brûlé. Grégory était assis en face de lui 48 heures après leur premier rapport. Observant Beck organiser les dossiers avec la précision méthodique de quelqu'un construisant un dossier brique par brique. Dylan a parlé aux spécialistes hier. Beck dit qu'il a confirmé que votre belle-mère prenait des photographies pendant les soirées pyjama au cours des 3 dernières années. Il pensait que c'était normal, que les grands-mères faisaient ça. La prise de Grégory se resserra sur sa tasse de café. Mélissa, assise à ses côtés, les yeux rougis par les pleurs. Elle avait à peine dormi depuis qu'elle avait vu le contenu de la boîte, et Grégory l'avait tenue pendant des cauchemars où elle criait pour son fils. Est-ce qu'elle... La voix de Mélissa se brisa. Est-ce qu'elle l'a touché? L'expression de Beck s'adoucit avec une sympathie pratiquée. Pas physiquement, selon Dylan, mais ce qu'elle a fait est toujours de l'abus. Les photographies, les entrées du journal, la manipulation, c'est un comportement criminel grave. Où est-elle? Demanda Grégory. Il posait cette question depuis 2 jours. Nous avons exécuté le mandat hier matin. Raymond Merrill était à la maison. Chéri n'y était pas. Selon lui, elle est partie mardi soir, après que vous avez appelé Mélissa depuis la station de police. Beck pausa. Il affirme qu'il n'a aucune idée d'où elle est allée. Vous le croyez? Je crois qu'il est effrayé. Nous surveillons son téléphone, ses comptes. Si elle le contacte, nous le saurons. Grégory se pencha en avant. Parlez-moi de Raymond. Est-il impliqué? Beck consulta ses notes. Raymond Merrill, 63 ans, cadre d'assurance à la retraite. Pas de casier judiciaire. Marié à Chéri depuis 32 ans. D'après tous les rapports, il est passif. Les voisins le décrivent comme silencieux, dominé par sa femme. Nous l'avons interrogé longuement. Soit il est le meilleur menteur que j'ai jamais rencontré, soit il ne savait vraiment pas ce qu'elle faisait. Comment est-ce possible? La voix de Mélissa s'éleva. Ils partagent une maison, une chambre. Comment pouvait-il ne pas savoir? Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Madame McCarthy et les prédateurs, excellents dans la compartimentation. Beck sortit un autre dossier. Nous creusons dans le passé de Chéri. Son nom de jeune fille était Cher Caldwell. Elle a été mariée une fois avant Raymond. De 1985 à 1989, le nom du mari était Donald Patterson. Je n'ai jamais su qu'elle avait été mariée avant, murmura Mélissa. Elle parlait de son passé. Jamais. Elle disait toujours qu'elle n'aimait pas s'attarder sur les vieux temps. Beck échangea un regard avec Grégory qui en disait long. Donald Patterson était mort en 1989. Incendie de maison jugé accidentel à l'époque. Il avait une fille d'un mariage précédent, April Patterson. Elle avait 12 ans quand son père est mort. Elle est allée vivre avec ses grands-parents maternels par la suite. Grégory sentit des pièces s'assembler. Vous pensez que l'incendie n'était pas accidentel? Je pense que ça vaut la peine de le réexaminer. Surtout depuis qu'April Patterson a légalement changé son nom en April Levy en 1995 et a déménagé 7 fois au cours des 30 dernières années. Beck glissa une photographie sur le bureau. Elle montrait une femme dans la fin de la quarantaine aux yeux hantés. Nous essayons de la localiser pour l'interroger. Qu'en est-il de l'empreinte numérique de Chéri? Demanda Grégory. Il avait passé les 2 derniers jours à rechercher des réseaux de prédateurs en ligne.
pouvant à peine supporter ce qu'il apprenait, le journal mentionnait d'autres communications avec des individus partageant les mêmes idées. L'expression de Beck s'assombrit. Nous avons des spécialistes qui analysent sur ces appareils. Elle était prudente, utilisait des communications chiffrées. Mais nous trouvons des traces. Ce n'est pas sa première fois. M. McCarthy. Et elle ne travaillait probablement pas seule. Melissa fit un son étouffé. Grégory prit sa main. La serra. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-il. Vous prenez soin de votre famille? Mettez Dylan en thérapie. Laissez-nous faire notre travail. Beck se leva, signalant la fin de la réunion. Nous la trouverons, je vous le promets. Ils quittèrent le commissariat sous une bruine grise de Portland. Melissa marcha vers la voiture comme un zombie, s'installa sur le siège passager et fixa le vide. Je n'arrête pas de penser à chaque fois que je l'ai laissée seule avec elle, dit-elle. Chaque soirée pyjama, chaque après-midi, chaque moment, je pensais qu'il était en sécurité. Il est en sécurité maintenant? C'est ce qui compte? Est-ce que c'est vrai? Melissa se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Elle est dehors, Greg. Elle est libre, et elle sait qu'on l'a dénoncée, et elle est un sanglot, l'interrompit. Grégory la tira près de lui, la laissant pleurer sur son épaule, mais son esprit travaillait déjà, analysant, planifiant. Il avait passé sa carrière à comprendre l'intégrité structurelle, à identifier les faiblesses avant une défaillance catastrophique. Sherry Merrill était une structure qui devait s'effondrer, et si la police ne pouvait pas le faire assez vite, Grégory trouverait un autre moyen. Cette nuit-là, après que Melissa se soit enfin endormie d'épuisement et que Dylan soit bordé au lit, Grégory s'assit dans son bureau avec son ordinateur portable. Il avait recherché le passé de Sherry. Utilisant chaque base de données et moteur de recherche accessible, l'incendie de maison qui avait tué Donald Patterson avait eu lieu à Spokane, Washington. Les archives des journaux locaux de 1989 le décrivaient comme une tragédie. Une fuite de gaz, une épouse dévouée dévastée par la perte d'A. Mais il y avait des incohérences dans la couverture, des questions sur les paiements d'assurance. Un voisin cité disant « Sherry semblait étrangement calme aux funérailles ». Grégory creusa plus profondément, trouva April Patterson, maintenant April le vit. Sur les réseaux sociaux, son profil était succinct, privé, mais son emplacement était indiqué comme Seattle. Il lui envoya un message « Mademoiselle Levy, je m'appelle Grégory McCarthy. Je suis marié à la fille de Sherry Merrill. J'ai besoin de vous parler de votre belle-mère. C'est urgent et concerne la sécurité d'un enfant. Veuillez me contacter. » Il inclut son numéro de téléphone et s'adossa. Incertain si elle répondrait, l'horloge indiquait 1h47. Il devrait dormir, mais le sommeil signifiait des rêves, et les rêves signifiaient traiter ce qu'il avait vu dans cette boîte. Son téléphone vibra à 2h03. Numéro inconnu. Est-ce à propos de Sherry? Le texte disait « Oui, elle a blessé mon fils. La police la recherche. J'ai besoin de tout savoir. 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Rencontrez-moi demain, Pike Place Market. Seattle, Cortana. Venez seul. » Grégory répondit une confirmation, puis il s'assit dans le noir, pensant à April Patterson, au traumatisme qui pouvait faire fuir quelqu'un pendant 30 ans, à la façon dont les prédateurs pouvaient de se cacher en pleine vue derrière des sourires de grand-mère et des dîners du dimanche. Il pensa aux yeux tristes de Raymond Merrill et à ses phrases inachevées, à savoir si la complicité par le silence était un crime en soi. Surtout, il pensa au sentiment grandissant dans sa poitrine. Froid et dur, et totalement concentré, ce n'était plus seulement de la rage, c'était un objectif. Le lendemain matin, il dit à Melissa qu'il avait une réunion de travail à Seattle, une consultation urgente avec un client. Elle enregistra à peine l'information. Perdu dans son propre chagrin, il embrassa Dylan au revoir, le serra peut-être trop longtemps, et conduisit vers le nord sous une pluie persistante. Le Pike Place Market de Seattle était bondé même en octobre, touristes et locaux se frayant un chemin à travers des étals de fleurs, de poissons et d'artisanat. Grégory se tenait près de la statue de cochon en bronze, scrutant les visages jusqu'à ce qu'il la voie. April le vit ressembler à sa photo, mais plus âgée, usée par des années à regarder par-dessus son épaule. Elle portait une veste de pluie, avec la capuche relevée, des lunettes de soleil malgré le ciel gris. Elle l'étudia un long moment avant d'approcher. « Vous avez ses yeux, » dit-elle. « Melissa, j'ai vu des photos quand elle s'est mariée. Sherry m'a envoyé une invitation, une provocation. Vous savez ce qu'elle est? Je le sais depuis 35 ans. » La voix d'April était plate, sans effet. J'avais 9 ans quand elle a épousé mon père. Belle-mère parfaite au début. Elle cuisait des cookies, aidait aux devoirs, me bordait au lit, puis vint l'attention spéciale. Les photographies?
les jeux qui étaient notre secret. Grégory se sentit malade, votre père ne l'a jamais su, elle était trop intelligente pour ça. Et quand j'ai enfin essayé de lui dire à 12 ans, elle l'a convaincu que j'étais perturbée, jalouse de leur relation, il m'a envoyé chez un thérapeute. Elle en a recommandé un qui était dans sa poche. Je l'ai réalisé plus tard. Les mains d'April se crispèrent. 3 mois plus tard, notre maison a brûlé, fuité des gaz. Ils ont dit que mon père est mort dans son sommeil. L'incendie a commencé dans leur chambre, mais d'une manière ou d'une autre, Chérie passait la nuit chez une amie. Pratique. Vous pensez qu'elle l'a tué? Je sais qu'elle l'a fait, mais j'avais 12 ans, traumatisé et pas de preuves. Je suis allé vivre avec mes grands-parents, changer mon nom à 18 ans, déménager constamment parce que j'étais sûr qu'elle me trouverait, mais elle n'avait pas besoin de me trouver. Elle a juste trouvé de nouvelles victimes. La police doit entendre ça. April rit amèrement. J'ai essayé plusieurs fois, au fil des ans, parler à la police dans 4 états différents. Vous savez ce qui s'est passé? Rien, pas de preuves, pas de témoins, et Chérie avait toujours des alibis, toujours des explications. Elle fait ça depuis des décennies. Et elle est bonne. Le téléphone de Grégory vibra, un texte du détective Beck. « Appelez-moi quand vous pouvez. » Il s'excusa, marcha vers un coin plus calme et composa « Nous avons eu un hit sur la carte de crédit de Chérie, dit Beck sans préambule. Utilisée hier à une station-service en dehors de Vancouver, Colombie-Britannique. Elle fuit vers le nord. Pouvez-vous l'extrader? Nous y travaillons, mais ça prend du temps. La coopération internationale est lente. Je vous dis ça parce que vous méritez de savoir. Mais Grégory, laissez-nous gérer ça. Ne faites rien de stupide. » Grégory mit fin à l'appel, retourna auprès d'April, qui le regardait avec des yeux connaisseurs. « Ils ne peuvent pas l'attraper, dit-elle, ou ils le feront. Et elle s'en sortira en parlant. Elle le fait toujours. Pas cette fois. Vous semblez certain. » Grégory étudia cette femme qui avait passé sa vie à fuir un monstre. « Aimeriez-vous m'aider à m'assurer qu'elle ne blesse plus jamais un enfant ?» Le sourire d'April était tranchant comme un rasoir. « J'attends qu'on me demande ça depuis 35 ans. » Ils trouvèrent un café tranquille. Pendant les 2 heures suivantes, April raconta tout à Grégory, non seulement sur son abus, mais sur ce qu'elle avait appris pendant ses années d'enquête amateur, les schémas de Chérie, ses méthodes, ses connexions à des réseaux en ligne. Elle avait construit un dossier pendant des années, documentant obsessionnellement tout ce qu'elle pouvait trouver. Elle fait partie de quelque chose de plus grand, expliqua April en sortant une tablette remplie de notes. J'ai suivi au moins 6 autres dans son cercle au fil des ans. Ils partagent des techniques, échangent des histoires, se protègent mutuellement. Aller après Chérie seul n'est pas suffisant. Tout le réseau doit brûler. Grégory regarda les informations compilées par April. Norms, emplacements, schéma de comportement. C'était méticuleux, complète et légalement inutile, sans preuves appropriées. La police ne pourra pas utiliser la plupart de ça, dit-il. Je sais, c'est pourquoi je ne l'ai jamais remis, mais vous... April se pencha en avant. Vous avez quelque chose que je n'ai pas... Vous avez des preuves directes? Fraîches? Une victime qui peut témoigner. Si nous sommes intelligents, nous pouvons utiliser votre cas pour exposer tout le reste. Et comment? Le sourire d'April revint en donnant à Chérie exactement ce qu'elle veut. Pendant l'heure suivante, ils élaborèrent un plan. C'était risqué, potentiellement illégal et définitivement dangereux, mais Grégory se trouva à accepter chaque étape parce que le détective Beck avait raison. Le système légal bougeait lentement, trop lentement, et Grégory McCarthy en avait fini d'être réactif. Il rentra à Portland alors que le soir tombait, son esprit aiguisé par un objectif pour la première fois depuis des jours. Mélissa dormait quand il arriva à la maison, Dylan en sécurité dans sa chambre. Grégory s'assit dans son bureau et commença à planifier sérieusement. Les architectes comprenaient l'effet de levier, les points de tension, les démolitions contrôlées. Chérie Merrill avait bâti sa vie sur une fondation de mensonges et de manipulations. Grégory allait trouver chaque faiblesse dans cette structure et la faire s'effondrer. La police pouvait la poursuivre jusqu'au Canada. Grégory avait d'autres idées. La maison de Raymond Merrill semblait vide, sans Chérie. Grégory était assis en face de son beau-père dans le salon où ils avaient eu d'innombrables dîners du dimanche. Observant le vieil homme se dissoudre comme du sucre sous la pluie, « Je ne savais pas », dit Raymond pour la 4e fois. Ses mains tremblaient en tenant sa tasse de café. « Tu dois me croire. »« Grégory, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Mais vous soupçonniez quelque chose ?» Ce n'était pas une question. Les yeux de Raymond glissèrent ailleurs. Chérie était toujours intense sur les choses, sur les gens. J'ai appris tôt dans notre mariage à ne pas poser trop de questions. Elle avait un tempérament, et quand je poussais, quand je la défiais, il toucha ses côtes distraitement, et Grégory comprit. « Elle vous blessait ?»
Pas souvent, juste assez pour me rappeler les limites. Raymond rit sans humour. J'étais faible. Je suis faible. Je l'ai laissé tout contrôler parce que c'était plus facile que de lutter. Et maintenant, Dylan? Sa voix se brisa. Grégory sentit une vague de pitié pour cet homme qui avait choisi le confort plutôt que le courage. Mais la pitié ne protégerait pas son fils. La police dit que vous ne savez pas où elle est. Je ne sais pas. Elle est partie mardi soir, a pris de l'argent liquide. Je ne savais pas qu'elle avait des vêtements, son ordinateur portable. Elle avait un sac prêt, comme si elle avait planifié ça. Raymond rencontra les yeux de Grégory. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, elle savait que tu avais trouvé la boîte avant même que tu appelles. Ça fit réfléchir Grégory. Comment pouvait-elle savoir? Chérie sait toujours les choses. C'est comme si elle pouvait lire les gens, les prédire. Elle a toujours eu 3 pas d'avance dans sa vie. Plus maintenant. Grégory se pencha en avant. J'ai besoin que vous m'aidiez. Raymond, j'ai besoin que vous me disiez tout sur elle. Ses habitudes, ses contacts, ses schémas. Tout. Pourquoi? La police suit les canaux légaux. Je ne suis pas lié par les mêmes restrictions. Raymond l'étudia. Tu planifies quelque chose? Je planifie de m'assurer qu'elle ne s'approche plus jamais de mon fils ni de quiconque. La voix de Grégory était calme. Allez-vous m'aider ou dois-je vous considérer comme faisant partie du problème? La menace plana entre eux. Raymond sembla vieillir d'une décennie dans le silence. Que veux-tu savoir? Pendant les 2 heures suivantes, Grégory extraya chaque détail utile. Le nom de jeune fille de Sherry, Caldwell, venait de sa 3e famille d'accueil. Son vrai nom était Sherilyn Baker. Née à Tacoma d'une mère morte quand elle avait 6 ans, le système d'accueil l'avait ballottée à travers 7 foyers avant qu'elle n'atteigne 18 ans. Elle avait épousé Donald Patterson à 21 ans, veuve à 25. Mariée à Raymond à 26, elle m'a dit que son enfance était difficile. Dit Raymond, que des gens l'avaient blessée. Je pensais que je la sauvais. Son rire était amer. Il s'avère qu'elle était celle qui blessait tout le long. Grégory apprit sur les habitudes informatiques de Sherry, sa sécurité numérique prudente, son amitié avec une femme nommée Joanne Contreras, qui tenait une boutique d'antiquités à Portland et semblait partager les intérêts de Sherry. Il apprit sur des voyages de camping qu'elle faisait seule, sur des unités de stockage auxquelles Raymond n'avait pas accès, sur des comptes e-mail chiffrés et des téléphones jetables. Elle a de l'argent caché, ajouta Raymond. J'ai trouvé des relevés bancaires une fois il y a des années pour des comptes que je ne connaissais pas. Quand j'ai demandé, elle a dit que c'était un héritage d'une tante. Mais il n'y avait pas de tante. Je l'ai vérifié. Combien d'argent? Des centaines de milliers? Peut-être plus. Grégory nota ça. Des ressources financières signifiaient que Sherry pouvait fuir indéfiniment, s'établir n'importe où. La charge à Vancouver était probablement une diversion. Elle était plus intelligente que ça. Une chose de plus, dit Raymond alors que Grégory se préparait à partir. Sherry a un coffre-fort bancaire. Bank of America sur Hawthorne. Elle le visitait mensuellement comme un métronome. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et je ne suis pas sur la liste d'accès, mais ça pourrait contenir des preuves. L'esprit de Grégory s'emballa. Vous avez dit ça à la police? Je leur ai parlé des unités de stockage. J'ai oublié le coffre-fort jusqu'à maintenant. Sherry m'a si bien entraîné à ne pas penser à ses secrets que j'en oublie la moitié. Grégory appela le détective Beck depuis sa voiture, relaya l'information sur le coffre-fort et les unités de stockage. Beck promit d'obtenir des mandats immédiatement. « Vous faites du bon travail ?» Gregory. Beck dit « Mais je pensais ce que j'ai dit. Laissez-nous gérer l'enquête. Ne vous mettez pas en danger. » Grégory fit les bruits d'accord appropriés et raccrocha. Puis il appela April Levy. Raymond Merrill a parlé. Il dit « Nous avons de nouvelles pistes et j'ai une idée. Je vous écoute. Sherry pense qu'elle chasse. Elle a été la prédatrice toute sa vie. Et si on la faisait devenir la proie ?» Le silence d'April fut pensif. Continuez. Elle est obsédée par Dylan. C'est sa faiblesse. Son besoin de posséder, de contrôler. Si on lui fait croire qu'elle a une opportunité de s'approcher de lui à nouveau, elle la saisira. April termina, même en sachant que c'est risqué. Exactement. On tend un piège. Utiliser votre fils comme appât est insensé. Je ne le risquerai pas réellement, mais Sherry ne le sait pas. On divulgue des informations sur l'horaire de thérapie de Dylan, sur où on l'emmène. On crée une ouverture qui semble réelle. Et quand elle apparaît, on est prêt. La voix d'April devint aiguisée d'anticipation. J'aime ça, mais Grégory, si on fait ça, on franchit des lignes légales. Ce n'est pas juste de la surveillance. C'est du piège. Et si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal. J'y pense depuis 3 jours sans arrêt. Je vois tous les angles. Les architectes conçoivent des bâtiments. C'est un être humain, Gregory. Un dangereux.
Les bâtiments sont prévisibles, contrecarra Gregory. Mais les prédateurs aussi, ils ont des schémas, des besoins, des compulsions qu'ils ne peuvent contrôler. La compulsion de Sherry et Dylan. On utilise ça, ils parlèrent encore 1 heure, affinant le plan. April surveillerait certains forums en ligne où le réseau de Sherry communiquait, guettant tout bavardage. Gregory établirait une routine avec Dylan, visible et prévisible, qui semblerait une opportunité pour quelqu'un observant, et ils installeraient une surveillance, des caméras, du suivi, tout ce dont ils avaient besoin pour documenter la réponse de Sherry. « J'ai l'équipement », dit April. « J'ai préparé pour quelque chose comme ça pendant des années, et je connais des gens, d'anciens agents de la loi, qui en ont marre de voir des prédateurs s'en sortir. Des gens qui aideraient hors des livres. Combien de temps pour être prêt ? Donnez-moi 1 semaine. » Gregory raccrocha et s'assit dans le parking sombre devant sa maison, observant les lumières briller aux fenêtres où vivait sa famille. Mélissa était dedans, probablement en train de lire à Dylan avant le coucher. C'était ce qu'il protégeait. Cette vie simple, parfaite que Sherry avait essayé d'empoisonner, il pensa à ce que le détective Beck avait dit sur ne rien faire de stupide, sur franchir des lignes, sur des limites légales, puis il pensa aux photographies dans cette boîte en bois, à l'innocence de son fils transformé en arme, au journal de Sherry décrivant des fantasmes qui faisaient ramper sa peau. Certaines lignes méritent d'être franchies. À l'intérieur, Mélissa lisait effectivement à Dylan, blottis ensemble sur son lit avec un livre sur l'exploration spatiale. Ils levèrent tous deux les yeux quand Gregory entra. « Papa, maman lit sur les trous noirs. » Gregory s'assit au bord du lit, ébouriffa les cheveux de son fils. « C'est plutôt cool. Hein ? Ils sont effrayants, ils aspirent tout et rien n'en échappe. » « Eh bien, » dit Gregory, regardant le visage confiant de son fils, « parfois, les choses effrayantes nous apprennent que nous sommes plus forts que nous le pensons, que nous pouvons affronter l'obscurité et en sortir de l'autre côté. » Mélissa rencontra ses yeux par-dessus la tête de Dylan. Elle le connaissait assez bien pour lire le sous-texte, pour comprendre qu'il parlait de plus que des trous noirs. Son expression questionnait, inquiète. Plus tard, après que Dylan dorme, ils se tinrent dans leur chambre. Mélissa lui fit face, bras croisés. « Qu'est-ce que tu planifies ? » ?»« Je planifie de garder notre fils en sécurité. » Ce n'est pas une réponse. « Greg, tu es différent depuis qu'on est allé à la police. Concentré. Froid. Ça me fait peur. Bien. Tu devrais avoir peur. Sherry est dehors et la police bouge trop lentement. Elle pourrait disparaître pour toujours, ou pire, elle pourrait revenir. Alors quoi ? Tu vas devenir vigilante ? Tu vas la traquer toi-même ? Je vais m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Pas seulement à Dylan, mais à tous ceux qu'elle a blessés. » Gregory s'assit sur le lit, soudain épuisé. « J'ai trouvé sa belle-fille. Melissa. April Patterson. Sherry l'a abusée pendant 3 ans, puis probablement tué son père. April a fui toute sa vie, construisant des preuves qui n'ont jamais suffi à coincer Sherry. Mais maintenant, nous avons des preuves fraîches, une chance de mettre fin à ça. » Mélissa s'assit à côté de lui. « Comment ?» Il lui raconta à propos d'April, du réseau, du plan pour attirer Sherry. Mélissa écouta sans interrompre, son visage passant par des émotions que Gregory ne pouvait pas tout à fait lire. « C'est dangereux ?» dit-elle enfin. « Je sais. Et probablement illégal. Probablement illégal. Et tu le fais quand même ? Je le fais parce que c'est juste... parce que le système légal est conçu pour des criminels normaux. Et Sherry n'est pas normale. Elle échappe à la justice depuis des décennies. Elle continuera à moins que quelqu'un l'arrête. » Mélissa resta silencieuse un long moment. Puis, « Que veux-tu de moi ?» Gregory regarda sa femme, cette femme élevée par un monstre sans le savoir, qui se tenaient ensemble par pure force de volonté. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, et j'ai besoin que tu gardes Dylan en sécurité pendant que je travaille. Je peux faire ça ?» Mélissa prit sa main. « Mais Gregory, promets-moi que tu reviendras, quoi que tu planifies, aussi loin que tu ailles. Promets-moi que tu ne te perdras pas dans ça. » Il voulait faire cette promesse, mais il pensa aux photographies, au journal, aux années d'abus cachés derrière des dîners du dimanche et des sourires de grand-mère. « Je ferai de mon mieux, » dit-il. Ce n'était pas la promesse qu'elle voulait, mais c'était la vérité. Le lendemain matin, le détective Beck appela avec des nouvelles. Ils avaient accédé aux unités de stockage et au coffre-fort de Sherry. Les unités contenaient de vieux fichiers, rien d'immédiatement utile, mais le coffre-fort avait été vidé récemment, probablement la même nuit où Sherry avait fui. Elle était systématique pour couvrir ses traces, dit Beck. Nous avons trouvé des preuves médico-légales à sa maison, des traces numériques que nous analysons, et nous avons confirmé que la charge à Vancouver était un leurre. Son téléphone a pingé une tour à Portland le même jour. Elle est encore dans la région.
Gregory. Elle observe, dit Gregory. C'est ce qui m'inquiète. Si elle reste locale, elle a une raison. Peut-être qu'elle n'est pas prête à fuir. Peut-être qu'elle pense qu'elle peut encore... Encore quoi? La pause de bec fut lourde. Encore atteindre Dylan, finir ce qu'elle a commencé. Ces prédateurs ne pensent pas comme des gens normaux. Dans son esprit, Dylan lui appartient. Partir signifie accepter la défaite. Et Sherry ne me semble pas être quelqu'un qui accepte la défaite. Après avoir raccroché, Gregory se tint à la fenêtre de son bureau regardant la rue tranquille. Sherry était-elle dehors, quelque part, observant sa maison, planifiant son prochain coup? Bien, qu'elle observe, qu'elle pense qu'elle chasse. Elle apprendrait bien assez tôt qui était le vrai chasseur. Cet après-midi-là, Gregory établit le schéma. Il emmena Dylan chez un thérapeute pour enfants à Selwood. Un choix délibéré parce que le bâtiment était exposé, facile à surveiller. Ils en firent une routine tous les mardis et jeudis à 16h. Gregory se garait au même endroit, marchait le même chemin, s'asseyait dans la même salle d'attente. Visible. Prévisible, un put. Les gens d'April installèrent des caméras dans le parking, les trottoirs, tous les angles. Ils surveillèrent les forums en ligne pour tout bavardage et ils attendirent. Une semaine passa, puis 2. Les sessions de thérapie de Dylan devinrent routine. Melissa reprit le travail. La vie reprit une étrange semblance de normalité, comme une pièce où tout le monde connaissait ses répliques. Mais le script changeait constamment. Gregory passait ses jours à concevoir des bâtiments et ses nuits à concevoir des pièges. Il étudia le comportement des prédateurs, les techniques de surveillance, les tactiques d'interrogatoire. April lui envoya des fichiers de ses décennies de recherche et il absorba chaque détail. Au 15e jour, un mardi, April appela alors que Gregory conduisait Dylan à la thérapie. « Nous avons de l'activité, dit-elle, forum chiffré, un des anciens pseudos de Sherry. Elle pose des questions sur les installations de thérapie pour enfants à Portland, spécifiquement sur la sécurité. Elle planifie un coup, on dirait bien « Gregory, êtes-vous prêt pour ça ?» Il regarda Dylan dans le rétroviseur, jouant sur sa tablette, innocent et en sécurité. « Je suis prêt depuis le moment où j'ai ouvert cette boîte. » Alors finissons-en. Le piège se referma un jeudi soir. Gregory avait passé 3 semaines à établir des schémas si prévisibles que même le prédateur le plus prudent se sentirait confiant à les exploiter. Tous les mardis et jeudis à 16h, la session de thérapie de Dylan à Selwood. Chaque fois, Gregory se garait au même endroit, marchait le même chemin, s'asseyait dans la même chaise de salle d'attente. Mais aujourd'hui, 3 pâtés de maison plus loin, April Levy était assise dans une camionnette de surveillance avec 2 hommes que Gregory avait rencontrés seulement une fois, d'anciens agents du FBI qui en avaient des marre de voir des prédateurs jouer avec le système. L'intérieur de la camionnette brillait d'écrans de moniteurs montrant de multiples angles de caméra du bureau de thérapie et des rues environnantes. Mouvement sur caméra 3. Un des hommes dit « Son nom était Kirk. Usé et compact, Toyota argenté, plaque partielle correspondant à une enregistrée au nom de Johan Contreras. » Le pouls de Gregory s'accéléra. L'ami antiquaire de Sherry, il la surveillait depuis 10 jours. Attendant, est-ce Sherry? April Zuma? La conductrice portait une perruque, des lunettes de soleil, mais la structure faciale était bonne. C'est elle! La Toyota tourna autour du pâté de maison 2 fois, lentement et en cherchant. Sherry évaluait, cherchant la sécurité, les pièges. Gregory avait planifié pour ça. L'équipement de surveillance était caché, les caméras déguisées en fixtures de bâtiments. Aux yeux de Sherry, tout semblerait normal. Elle se gare, dit Kirk. 2 pâtés de maison à l'est. À l'écran, ils regardèrent Sherry sortir du véhicule. Elle se déguisait bien, perruque et brunet, maquillage lourd, langage corporel différent, mais Gregory reconnut sa démarche. Cette foulée déterminée qui disait qu'elle possédait l'espace qu'elle occupait. Sherry approcha le bâtiment obliquement, utilisant les vitrines comme couverture, s'arrêtant pour vérifier les reflets, technique professionnelle de contre-surveillance. « Où a-t-elle appris ça ?» murmura Gregory. « Probablement des mêmes réseaux en ligne où elle a appris tout le reste. » dit April. Sa voix était tendue de rage accumulée sur des décennies. Ces gens partagent plus que des fantasmes. Ils partagent la sécurité opérationnelle. Sherry atteignit l'entrée du bâtiment, étudia le répertoire. Le thérapeute de Dylan était au 3e étage. La session ne finirait pas avant 20 minutes. Elle attend. Kirk observa. Patientait. Ils regardèrent Sherry se positionner près du bloc d'ascenseur, feignant de lire son téléphone, mais ses yeux suivaient chaque personne entrant ou sortant. La conscience d'un prédateur. Le téléphone de Gregory vibra. Détective Beck. Où êtes-vous?
demanda Beck sans préambule, à l'appointement de thérapie de mon fils. Quoi? Nous avons eu un hit sur reconnaissance faciale. Sherry Merrill a été repérée près d'une bibliothèque à Selwood il y a 40 minutes. J'envoie des officiers à votre emplacement. Verrouillé. Gregory, elle vient pour Dylan. Je sais, dit Gregory. Je la vois. Une pause. Vous la voyez? Gregory, qu'est-ce que vous foutez à faire mon boulot depuis que la loi ne pouvait pas faire le vôtre assez vite? Gregory mit fin à l'appel dans la camionnette. April le regarda vivement. Vous venez de griller votre déni plausible. Je m'en fous du déni. Je me soucie d'elle l'arrêter. À l'écran, Dylan et son thérapeute émergèrent de l'ascenseur. Dr. Lawrence Goldstein, 63 ans, avait été briefé sur la situation et avait accepté d'aider. Il gardait Dylan en conversation animée, donnant à Gregory le temps de se positionner. Le langage corporel de Sherry changea à l'instant où elle vit Dylan. Toute son attention se resserra comme un prédateur, repérant une proie. Elle fit un pas en avant, puis se retint. Trop de témoins, trop exposés, mais ses yeux suivirent Dylan avec une faim indéniable. Gregory s'était positionné au coin du bloc d'ascenseur, invisible pour Sherry, mais observant via un flux caméra sur son téléphone. Il attendit jusqu'à ce que Dylan et Dr. Goldstein sortent du bâtiment jusqu'à ce que Sherry suive à une distance prudente, puis il bougea. Elle se dirige vers le parking. April dit à travers l'écouteur de Gregory, sortie ouest. Gregory contourna le bâtiment, chronométrant son approche. Sherry suivait Dylan vers la voiture garée de Gregory, probablement planifiant de voir dans quelle direction il conduirait. Suivre à distance, comportement de traque. Maintenant, dit April, Gregory sortit de derrière une camionnette directement sur le chemin de Sherry. Elle s'arrêta net, la reconnaissance flashant avant qu'elle ne puisse la masquer. « Bonjour, Sherry. » Pendant un moment, elle envisagea de fuir. Gregory pouvait voir le calcul dans ses yeux, mais ils étaient dans une rue publique, et fuir attirerait l'attention. Au lieu de ça, elle déplaça son poids et son expression se transforma en quelque chose de maternel. Inquiète? Gregory, quelle coïncidence. J'étais juste en train de traquer mon fils. Je sais, il garda sa voix égale, conversationnelle. Les passants n'entendirent rien d'inquiétant. Les caméras capturèrent tout. Votre approche, vos schémas de surveillance, votre intention. Le masque de Sherry glissa. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez, et la police aussi quand elle arrivera. Gregory vérifia sa montre. Le détective Beck est à 3 minutes. Mais je voulais vous parler d'abord. À propos de quoi? À propos d'April Patterson. À propos de Donald Patterson. À propos de combien d'enfants vous avez blessés au fil des ans. Quelque chose de dangereux flasha dans les yeux de Sherry. April était perturbée. Une menteuse. Et vous faites des accusations folles sur eux. J'ai votre boîte, Sherry, vos photographies, votre journal, j'ai le témoignage d'April, j'ai des preuves de votre coffre-fort que vous pensiez avoir détruite. Cette dernière était un bluff, mais Gregory la livra avec une confiance totale. C'est fini, Sherry Rio et Cassan, vous pensez avoir gagné? Vous pensez que la police peut faire coller quoi que ce soit? J'ai des avocats. Gregory, de bons avocats, de l'argent, des connexions, tout ça disparaîtra comme toujours. Peut-être. Mais ce n'est pas pourquoi je suis ici. Alors pourquoi? Gregory s'approcha plus près, baissa la voix pour qu'elle seule entende. Parce que je voulais que vous sachiez que je vous vois, pas le masque de grand-mère, pas l'acte de victime, je vois la prédatrice, et même si vous vous faufilez hors de la police, même si vous battez ces charges d'une manière ou d'une autre, je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tout le monde que vous rencontrez sait exactement ce que vous êtes. Le visage de Sherry se contorsionna de rage. Espèce de self-righteous, ils se tournèrent tous deux. Melissa se tenait à 6 mètres, ayant déposé Dylan avec Dr. Goldstein. Son visage était pâle, ses yeux énormes. « Maman, s'il te plaît, dis-moi que Gregory se trompe. Dis-moi que c'est un malentendu. » L'expression de Sherry se transforma instantanément en maternelle. « Melissa, chérie, ton mari est sous un stress énorme. Il imagine des choses, fait des accusations qui... » « Arrête !» La voix de Melissa craqua. « J'ai vu la boîte. J'ai lu ton journal, je sais ce que tu es. Melissa, je t'ai élevée, je t'ai aimée, tu ne peux pas croire. Est-ce que tu m'as touché? La question de Melissa sortit étranglée. Quand j'avais l'âge de Dylan, est-ce que tu... Bien sûr que non, tu es ma fille. Mais Dylan est ton petit-fils, et ça ne t'a pas arrêté. Le masque de Sherry se brisa complètement. Son visage se tordit en quelque chose de laid, vindicatif. Dylan est spécial. Il est parfait. Tu ne comprendrais pas parce que tu n'as jamais apprécié la perfection, jamais compris. Les sirènes de police l'interrompirent. 2 voitures de patrouille entrèrent dans le parking.
suivi de la berline banalisée du détective Beck. Des officiers émergèrent rapidement, mains sur les armes. Sherry regarda Grégory avec une haine pure. « Ce n'est pas fini. »« Oui, » dit Grégory. « Ça laisse ?» Beck s'approcha avec des menottes, lisant ses droits. Elle se tut, se repliant sur elle-même, tandis que les officiers l'emmenaient. Elle regarda en arrière, une fois vers Grégory. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé ?» dit-elle. « Alors je suppose que je le découvrirai ?» Plus tard, à la station de police, Grégory s'assit avec Beck dans une salle d'interrogatoire. Le détective semblait fatigué et en colère. « Ce que vous avez fait était imprudent, potentiellement illégal, et a sapé notre enquête. Votre enquête bougeait trop lentement. Ce n'est pas à vous de décider. Ça l'était quand la sécurité de mon fils était en jeu. » Grégory soutint le regard de Beck calmement. « Vous l'aviez à Vancouver, soi-disant. Elle était ici tout le temps, observant, planifiant. Combien de temps avant qu'elle fasse un coup sans caméra roulant ?» La mâchoire de Beck travailla. « Les images que vous avez capturées ne peuvent pas être utilisées officiellement. Vous n'aviez pas de mandat, pas d'autorité. Un avocat les déchirera. Alors, ne les utilisez pas officiellement, mais vous l'avez sur tentative de contact avec une victime malgré une ordonnance restrictive. Vous l'avez sur track. Vous avez le témoignage d'April Patterson sur la mort de Donald Patterson. Vous avez le contenu de cette boîte. Construisez votre dossier avec ce qui est légal et utilisez ce que je vous ai donné pour savoir où regarder. Ça ne marche pas comme ça ? Ça devrait... » Grégory s'adossa. « Vous savez ce qu'elle est ? Détective. Vous savez qu'elle a fait ça avant et le fera à nouveau si elle en a l'occasion. Allez-vous vraiment laisser la procédure la protéger ?» Beck resta silencieux un long moment. « April Patterson m'a contacté ce matin. Elle est prête à témoigner sur la mort de son père. Sur son abus, nous rouvrons le cas de Donald Patterson et nous avons trouvé quelque chose dans les forensics numériques de Sherry. Des communications avec Joan Contreras qui référencent d'autres victimes. C'est plus grand que nous pensions. Combien plus grand ? Assez grand pour que le FBI s'intéresse et assez grand pour que si on fait ça bien, on pourrait démanteler tout un réseau. » Grégory sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Alors laissez-moi aider. »« Non, vous en avez assez fait. Plus qu'assez. Laissez-nous gérer à partir d'ici. » Mais Grégory n'avait aucune intention de reculer. Il avait déjà franchi trop de lignes pour s'arrêter. Au cours de la semaine suivante, pendant que Sherry était en prison, incapable de payer la caution, Grégory travailla avec April pour compiler tout ce qu'il savait. Norms, schémas, traces numériques. Les 35 ans d'enquête d'April combinés aux preuves fraîches de Grégory créèrent une image d'un réseau sophistiqué s'étendant sur plusieurs États. Joan Contreras fut arrêtée pour des charges liées à la distribution de matériaux illégaux. Sous interrogatoire, elle donna 3 autres noms. Chaque arrestation mena à plus de preuves. Plus de connexions, le réseau s'effilochait, mais ce n'était pas assez. Grégory pouvait le sentir. Sherry pourrait aller en prison, pourrait même affronter un temps sérieux, mais le dossier contre elle était encore partiellement circonstanciel. Un bon avocat pourrait créer un doute raisonnable, pourrait la peindre comme une femme perturbée qui avait besoin d'aide plutôt que de punition. Grégory voulait plus que la prison, il voulait une destruction complète. L'idée lui vint un dimanche matin pluvieux. Il était assis dans son bureau à examiner les fichiers d'April quand il remarqua un schéma dans les entrées du journal de Sherry. Référence à une cabane, à notre endroit spécial, à des visites d'été auxquelles Raymond n'avait jamais participé. Il appela Raymond. La cabane que Sherry mentionne dans son journal, où est-elle ? La voix de Raymond était creuse. Je ne savais pas qu'elle avait une cabane. Elle y fait référence plusieurs fois. Quelque part où elle emmenait des gens, quelque part privé. Jésus, Raymond resta silencieux. Attendez, elle a hérité d'une propriété de Donald Patterson. Je m'en souviens parce qu'il y avait des documents fiscaux, mais elle a dit qu'elle l'avait vendu il y a des années. Où était-ce ? En dehors de Sisters, Oregon, au désert. Mais Grégory, si elle a menti sur la vente de lait, alors elle pourrait encore exister et pourrait contenir des preuves. Grégory appela April. En 2 heures, ils avaient retrouvé des enregistrements de propriété. La cabane existait encore, enregistrée sous une société écran qui remontait à Sherry à travers 3 couches de paperasse. « Nous devons le dire au détective Beck », dit April. « Nous le ferons après l'avoir vérifié. Gregory, elle a eu 35 ans pour blesser des gens. April, combien d'autres victimes pourrait-il y avoir ? Combien de preuves pourrait-elle avoir stockées là ? Si on passe par les canaux officiels, obtient des mandats, elle aura le temps de passer des appels, avertir des gens, détruire des preuves. Mais si on bouge maintenant, on parle d'effraction, on parle de justice. » April resta silencieuse un long moment. « Quand partons-nous ?
Ils conduisirent à Sisters le lendemain matin, 3 heures à travers un paysage de plus en plus désertique. La cabane était sur 16 hectares de forêt de pins et de broussailles, accessible seulement par un chemin de terre routé. Elle semblait abandonnée, mais le verrou sur la porte était neuf. Grégory le crocheta. Il avait appris comment sur des vidéos YouTube pendant les longues nuits où le sommeil était impossible. À l'intérieur, la cabane était propre. Entretenue, pas abandonnée du tout, ils trouvèrent la pièce au sous-sol, murs insonorisés, équipement caméra, ordinateur et armoire de classement remplie de photographies. Vidéos, journaux remontant à des décennies, l'estomac de Grégory se retourna. April fit un son comme un animal blessé. « Combien » murmura-t-elle. « Des dizaines. Peut-être plus. » Grégory photographia tout avec son téléphone, documentant les positions avant qu'il ne touche de quoi que ce soit. « Nous devons cataloguer ça, préserver la chaîne de custodie. » Ils passèrent 6 heures dans ce sous-sol, prudents à ne pas perturber les preuves. Mais capturant tout numériquement, le matériel était accablant, complète, impossible à expliquer. Il montrait les activités de Sherry remontant avant son mariage avec Donald Patterson. « Elle fait ça depuis qu'elle avait 20 ans ?» dit April, voix tremblante. Ces photos datent de 1983. Elle était une prédatrice avant même que je sois né. Parmi les fichiers, ils trouvèrent autre chose. Enregistrement de communication avec d'autres membres du réseau. Norms, addresses, schémas. Sherry avait été méticuleuse à documenter son monde. Elle gardait une assurance. Grégory réalisa des preuves sur tous ceux qu'elle connaissait. Ainsi, si elle tombait, elle pouvait les emporter avec elle. Destruction mutuellement assurée. Alors détruisons-les tous. Ils photographièrent tout, puis appelèrent le détective Beck. Grégory lui parla de la cabane, de ce qu'ils avaient trouvé. Éditant soigneusement la partie effraction, un type anonyme nous a menés à rechercher les enregistrements de propriété. Grégory dit « Nous vérifions si elle existait quand nous avons vu des signes d'activité. La porte était ouverte. Nous avons trouvé des preuves en vue. » Le silence de Beck suggérait qu'il ne croyait pas un mot, mais était prêt à jouer le jeu. « Restez là, ne touchez à rien d'autre. J'obtiens des mandats et je viens avec une équipe. » Au moment où Beck arriva avec des agents du FBI et des spécialistes forensiques, Grégory et April étaient assis dehors, l'image de citoyens concernés. Les agents passèrent 12 heures à cataloguer les preuves. Quand ils émergèrent, Beck semblait sinistre. « C'est le pire que j'ai vu en 23 ans. » dit-il. On parle de charges fédérales, multiples défendeurs, décennies d'abus. Le DA construit un cas RICO. Ça tiendra, demanda Grégory. Avec ce qu'il y a là-dedans, elle mourra en prison. Ils le feront tous, cette nuit-là. Grégory rentra en conduisant dans l'obscurité. April endormie sur le siège passager. Elle était restée éveillée 48 heures sur la rage et l'objectif. Maintenant, avec les preuves sécurisées, elle s'était enfin effondrée. Grégory pensa à ce qu'ils avaient trouvé à l'étendue des crimes de Sherry. Il avait commencé ce voyage en voulant protéger son fils. Il le terminait en ayant aidé à exposer un réseau qui opérait depuis des décennies. Mais il n'avait pas fini. Les preuves de la cabane condamneraient Sherry. Mais Grégory voulait qu'elle comprenne, qu'elle sache exactement à quel point elle avait perdu complètement. Il voulait qu'elle affronte ce qu'elle avait fait à April, à Dylan, à eux tous, pas dans une salle d'audience où elle pouvait se cacher derrière des avocats, mais dépouillée de tout masque. Il voulait une confession, une vraie confession. Et Gregory McCarthy était très bon pour obtenir ce qu'il voulait. L'audience préliminaire était programmée 3 semaines après l'arrestation de Sherry. Elle avait été refusée en caution, classée comme risque de fuite, et était détenue au centre de détention du comté de Multnomah. Son avocat, un défenseur slick de Portland nommé Myron Harbeck, tournait déjà des narratifs sur la maladie mentale, sur Sherry étant une victime elle-même, sur l'excès du procureur. Grégory regardait la couverture médiatique avec une concentration froide. Harvey était bon. Paulie, le genre d'avocat qui pouvait faire douter les jurys de preuves claires. Les fichiers de la cabane étaient accablants. Mais les preuves numériques pouvaient être contestées, chaîne de custodie questionnée. Le journal de Sherry pouvait être appelé « fiction », les fantasmes d'une femme perturbée plutôt que documentation de crimes réels. Il va arguer qu'elle n'a jamais touché Dylan. Melissa dit qu'elle était assise à côté de Grégory sur leur canapé, ordinateur portable ouvert sur une analyse légale du cas, que les photographies y étaient invasives mais pas techniquement une agression, que le journal était juste de l'écriture, pas de l'action. Il pourrait réussir, Grégory garda sa voix neutre, Dylan pourrait devoir témoigner. Il a 9 ans, Greg. Un avocat de la défense l'interrogera. Je ne laisserai pas ça arriver. Tu ne peux pas l'arrêter.
Le procureur a besoin du témoignage de Dylan pour établir un schéma de comportement continu, pour montrer que les actions de Sherry n'étaient pas isolées, mais systématiques. Melissa ferma son ordinateur portable. « Je ne peux pas regarder mon bébé être traumatisé à nouveau. » Grégory l'attire après. « Fais-moi confiance. J'ai un plan. » « Quel genre de plan ?» Le genre qui n'implique pas Dylan sur le banc des témoins. Melissa recula, scrutant son visage. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Obtenir une confession. Une vraie sur caméra. Complète et volontaire. Quelque chose que même Myron Harvey ne peut pas tourner. Comment ? En donnant à Sherry exactement ce que chaque narcissiste veut, une chance de s'expliquer. Le lendemain, Grégory visita le centre de détention. Il avait soumis une demande de visite, se présentant comme le gendre de Sherry. Cherchant une réconciliation familiale, la demande fut approuvée. Sherry semblait plus petite en combinaison orange, son apparence soigneusement entretenue réduite à une réalité dure. Mais ses yeux étaient encore aiguisés, calculateurs. Elle prit le téléphone des visiteurs, venus pour jubiler, venus pour parler de s'assurer que Dylan n'ait pas à témoigner, de vous donner une chance de contrôler votre propre narratif. Grégory se pencha en avant. Votre avocat planifie de traîner ça. Contester tout ? Faire revivre à Dylan son traumatisme sur le banc, est-ce vraiment ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est sortir d'ici. Ça n'arrivera pas? L'épreuve de la cabane seule vous condamnerait, mais vous pourriez minimiser les dommages, plaider coupable à des charges moindres, éviter le procès, épargner à Dylan le banc des témoins, Sherry rit et passer le reste de ma vie en prison. Non merci, vous allez en prison de toute façon, mais vous pourriez choisir comment y aller, confesser tout, montrer du remords. Peut-être obtenir un accord qui vous met quelque part avec traitement plutôt que sécurité maximale. Ou combattez-le, traumatisez Dylan et finissez en population générale où les gens savent exactement ce que vous avez fait aux enfants. La menace atterrit, le visage de Sherry se crispa. Même si je voulais confesser ce que je ne fais pas, mon avocat ne le permettrait jamais. Je ne vous demande pas de confesser à votre avocat, je vous demande de me confesser à moi. Grégory sortit un petit enregistreur numérique, le posa sur le comptoir. Dites-moi tout, l'histoire complète. Votre perspective, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Je m'assurerai que le procureur le voit, m'assurerai que c'est au dossier. Vous pouvez vous expliquer. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je veux la vérité, toute, et parce que je parie que votre ego ne peut résister à l'opportunité de vous défendre. Sherry l'étudia un long moment. Vous pensez avoir gagné? Vous pensez m'avoir battu? Je pense que vous êtes en prison et mon fils est en sécurité. C'est toute la victoire dont j'ai besoin. Votre fils. L'expression de Sherry se tordit. Vous ne comprenez même pas ce que vous m'avez pris. Dylan était parfait et vous l'avez empoisonné contre moi. Vous l'avez transformé en preuve. Vous avez détruit quelque chose de beau. La main de Grégory se resserra sur le téléphone. Il n'y avait rien de beau dans ce que vous avez fait parce que vous ne pouvez pas le voir. Aucun de vous ne le peut. La société met ses restrictions artificielles sur l'amour, sur la connexion, sur l'abus d'enfants. Appelez-le comme il est. Les yeux de Sherry flashèrent. Je n'ai jamais blessé Dylan, je n'ai jamais blessé aucun d'eux, je leur ai donné une attention spéciale. Les effets se sentirent valorisés, April était aimée, la fille de Donald. Quel était son nom? La question prit Sherry au dépourvu. Quoi? La fille de Donald Patterson. Celle que vous avez abusée pendant 3 ans? Quel était son nom? April. Dites son nom complet. Regardez-moi dans les yeux et dites-le. April Patterson. La voix de Sherry était défiante, et je ne l'ai pas abusée. Je me souciais d'elle. Elle était spéciale comme Dylan. Mais les gens ont interféré, l'ont fait penser que ce que nous avions était mal. Elle s'est retournée contre moi. Alors, vous avez tué son père? Donald est mort dans un incendie. Les accidents arrivent, pas des accidents. Vous l'avez dit? Vous avez assassiné votre mari pour l'empêcher de découvrir ce que vous aviez fait à sa fille. Prouvez-le, je n'ai pas à le faire. Le FBI exhume son corps, cherche des traces d'accélérants que les forensics modernes peuvent détecter. Ils interrogent des témoins de 1989 qui n'ont jamais été correctement questionnés. Ils construisent un cas de meurtre. Grégory se pencha plus près. Mais vous pourriez devancer ça? Confessez maintenant, expliquez vos circonstances, montrez du remords ou attendez qu'il le prouve. Et affronter la peine de mort? Il bluffait sur la peine de mort, mais Sherry ne le savait pas. Elle posa le téléphone. Pendant un moment, Grégory pensa qu'elle mettrait fin à la conversation, puis elle le reprit. Si je parle, vous garantissez que Dylan ne témoigne pas. Je garantis que je ferai tout en mon pouvoir pour que ça arrive. Et vous vous assurerez que le procureur sait que j'ai coopéré? Oui. Sherry considéra. Grégory pouvait la voir peser les options, calculer les angles. Finalement,
Elle hocha la tête. « D'accord, je parlerai, mais pas ici. Je veux un interrogatoire propre, enregistré officiel. Je veux au dossier que je coopère volontairement, je l'arrangerai. » Grégory quitta le centre de détention avec son enregistreur inutilisé, mais son piège posé. Il appela le détective Beck. « Chérie veut confesser. Confession complète sur caméra. Toute l'histoire, mais elle a des conditions. » Quelles conditions? Elle veut protection de la population générale, elle veut considération pour coopération, et elle veut que ce soit enregistré comme volontaire. Beck resta silencieux. C'est de la manipulation? Elle essaie de contrôler le narratif. Laissez-la. On obtient une confession qui épargne à Dylan de témoigner et la boucle à jamais. Ça vaut de lui donner l'illusion du contrôle. Le DSA veut gagner sans traumatiser un enfant de 9 ans sur le banc. Faites-le arriver. Beck. 3 jours plus tard, Chérie s'assit dans une salle d'interrogatoire avec son avocat, un procureur, le détective Beck et une caméra roulant. Grégory observa à travers une glace sans teint tandis que Chérie, coachée par son avocat pour montrer du remords, procéda à faire l'opposé. Elle parla pendant 3 heures de son enfance en accueil, de gens qui ne la comprenaient pas, des vues restrictives de la société sur l'amour et la connexion. Elle décrivit sa relation avec April Patterson, avec Dylan, avec d'autres au fil des ans. Elle rationalisa, justifia, expliqua et s'incrimina complètement. Myron Harvey essaya plusieurs fois de l'arrêter, mais Chérie le surmonta. Elle était enfin entendue, enfin s'expliquant, et elle ne pouvait résister. Elle n'avoua pas le meurtre de Donald Patterson, mais elle admit être soulagée par sa mort, trouvant cela pratique que l'incendie arrive quand il l'a fait. Elle parla de la cabane, de documenter des moments spéciaux avec des enfants. Elle décrivit son réseau comme un groupe de soutien d'individus partageant les mêmes idées. Quand elle finit, même Harvey semblait malade. « Mon client était clairement dans un état d'esprit perturbé, dit-il faiblement. Cette confession est admissible, coupa le procureur. Elle avait été lue ses droits, avait un conseil légal présent et a parlé volontairement. Merci, Madame Merrill, pour votre coopération. » Chérie sembla réaliser enfin ce qu'elle avait fait. Son visage se vida de couleur. « Je veux rétracter, je ne voulais pas... » Trop tard, dit Beck. Grégory quitta la salle d'observation et marcha dehors dans un soleil printanier brillant. April l'attendait dans le parking. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. Elle a confessé tout. Son avocat semblait prêt à démissionner. Le rire d'April fut tremblant. 35 ans que j'attends d'entendre qu'elle admette ce qu'elle a fait, et elle l'a juste donné. Les narcissistes ne peuvent s'empêcher. Donnez-leur un public, et ils vous diront exactement qui ils sont. Ils restèrent en silence un moment, observant la circulation sur la rue. « Que se passe-t-il maintenant » demanda April. « Maintenant, le FBI utilise sa confession pour rouler le reste de son réseau. Maintenant, les procureurs ont assez pour la mettre à l'écart à vie sans mettre Dylan sur le banc. Maintenant, nous reconstruisons. Est-ce vraiment fini ?» Grégory pensa à Chérie dans cette salle d'interrogatoire, enfin exposée, tous masques enlevés. Il pensa aux preuves de la cabane, au réseau s'effondrant, à son fils en sécurité. Pour elle ? Oui. Pour nous ? C'est juste le début. L'audience de sentence eut lieu 4 mois après la confession de Chérie. Le procureur, armé de son admission enregistrée et des preuves de la cabane, avait construit un cas fédéral RICO, englobant 37 ans de prédation systématique. L'avocat de Chérie tenta une défense de capacité diminuée, arguant maladie mentale, mais la confession détruisit toute crédibilité. Grégory s'assit dans la salle d'audience avec Mélissa et April. Dylan n'était pas présent. Le juge avait décidé que son témoignage était inutile vu l'admission détaillée de Chérie. Le procureur présenta une chronologie de victimes. April Patterson témoigna de son abus et de la mort de son père. 2 autres adultes se présentèrent, des gens que Chérie avait victimisés dans les années 1990, qui n'avaient jamais rapporté par honte et peur. Le FBI présenta des preuves du réseau montrant comment Chérie avait été un nœud central dans une conspiration s'étendant sur plusieurs États. Puis le procureur joua des extraits de la confession de Chérie. Dans ses propres mots, Chérie décrivit ses crimes, les rationalisa, expliqua sa philosophie de relations spéciales avec des enfants. La salle d'audience resta en silence, stupéfait. Myron Harvey fit une plaidoirie brève, tiède pour la clémence basée sur l'âge de Chérie et son casier propre avant 2024. Le juge écouta impassiblement. Quand vint le temps des déclarations d'impact des victimes, April se leva d'abord. Sa voix trembla mais ne se brisa jamais. « Chérie Merrill a volé mon enfance. Elle m'a abusé, tué mon père et forcé à vivre dans la peur pendant 35 ans. J'ai changé mon nom, déménagé constamment, bâti une vie autour de fuir d'elle. Elle a détruit des familles.
traumatiser des enfants et montrer aucun remords jusqu'au moment où elle a été attrapée. Même alors, sa confession était juste une autre manipulation. Je demande à ce tribunal de lui montrer la même miséricorde qu'elle a montrée à ses victimes. Aucune. Melissa parle ensuite, lisant une déclaration au nom de Dylan. Mon fils a 9 ans, il devrait s'inquiéter de l'entraînement de baseball et des devoirs de maths. Pas de thérapie pour traiter l'abus de sa grand-mère. Sherry Merrill a violé notre confiance, ciblé notre enfant et nous a montré que le mal peut se cacher derrière des dîners familiaux et des cadeaux d'anniversaire. Dylan guérit, mais il portera ses cicatrices pour toujours. Je demande au tribunal d'assurer que Sherry Merrill n'ait jamais l'opportunité de blesser un autre enfant. Enfin, Gregory se leva, il avait débattu s'il devait parler, mais décida que le moment l'exigeait. Votre honneur. Je suis architecte, je conçois des structures, m'assure qu'elles sont sécuritaires, anticipe les points de défaillance. Quand j'ai découvert ce que Sherry Merrill avait fait à mon fils, j'ai réalisé que j'avais manqué les signes d'avertissement les plus évidents, son besoin de contrôle, sa possessivité, ses violations de limites. Je les ai écartés comme des quirks de personnalité. Mais les prédateurs comptent sur notre instinct d'être polis, de garder la paix, de ne pas faire de vagues. Ils exploitent notre désir de penser le meilleur des gens. Sherry Merrill est une prédatrice qui a opéré avec succès pendant presque 4 décennies parce qu'elle comprenait comment manipuler les normes sociales. Les preuves de la cabane montrent au moins 23 victimes séparées que nous avons identifiées. Il y en a probablement plus. Ce cas n'est pas sur une grand-mère faisant une terrible erreur, c'est sur une opération systématique, sophistiquée, conçue pour exploiter et blesser des enfants. Je demande que la sentence reflète non seulement les crimes que nous connaissons, mais les décennies de victimes que nous ne trouverons jamais. Le juge, une femme dans la soixantaine nommée juge Léona Vance, examina des documents avant de parler. Mademoiselle Merrill, j'ai lu votre confession, examiné les preuves et écouté les témoignages. En mes 28 ans sur le banc, je n'ai jamais rencontré un schéma si complet de prédation. Vos crimes s'étendent sur des décennies et des victimes. Votre manque de remords, même dans la confession, suggère aucune capacité pour la réhabilitation. La loi requiert que je considère des facteurs comme l'âge, l'historique criminel et la probabilité de récidive. Mais l'évaluation psychologique soumise par le procureur indique que vous présentez un danger continu pour les enfants et montrez des marqueurs consistants avec la psychopathie. Sherry se leva avec son avocat. Elle avait vieilli visiblement en 4 mois de détention. Son apparence soigneusement entretenue s'était effondrée en quelque chose de gris et diminué. « Avez-vous quelque chose à dire avant la sentence ?» demanda juge Vance. Sherry regarda Gregory, Melissa. « April ?» Pendant un moment, son masque glissa en place et elle sourit. « Je regrette d'avoir été attrapée, » dit-elle. La salle d'audience explosa. Harvey essaya de calmer sa cliente. « My Sherry continue. » Je regrette que des gens étroits d'esprit avec une compréhension limitée aient détruit quelque chose de beau. Je regrette que des enfants comme Dylan grandissent dans un monde qui leur enseigne à craindre l'amour au lieu de l'embrasser. Je regrette ? Ça suffit, dit froidement juge Vance. Mademoiselle Merrill, je vous condamne à 45 ans en prison fédérale sans possibilité de liberté conditionnelle. Vu votre âge, c'est effectivement une sentence à vie. Vous serez aussi requise de vous enregistrer comme délinquante sexuelle et serez interdite de tout contact avec des mineurs pour le reste de votre vie. Vous servirez votre sentence à FCI Dublin, où on me dit qu'ils ont des programmes appropriés pour des individus avec votre profil criminel particulier. FCI Dublin, Gregory l'avait recherché, une installation où les crimes de Sherry seraient connus, où les prédateurs d'enfants faisaient face à une attention spéciale des autres détenus. La composure de Sherry craqua. Vous ne pouvez pas. Je peux et je l'ai fait. Officier, emmenez la défendresse. Tandis que les marshals emmenaient Sherry, elle regarda en arrière une dernière fois vers Gregory. « Ce n'est pas fini » siffla-t-elle. « Oui » dit Gregory doucement. « Ça l'est dehors, le palais de justice. » Gregory, Melissa. Et April se tenait dans la lumière du soleil de l'après-midi. Les médias grouillaient, mais les gens de Détective Beck les gardaient à distance. « Comment vous sentez-vous » demanda April. « Soulagée » dit Melissa, épuisée. Reconnaissante, elle serra la main de Gregory. « Merci pour tout. Je ne l'ai pas fait seule. » April sourit, fatiguée mais sincère. « Non, vous ne l'avez pas. Et j'en suis reconnaissante. Pour la première fois en 35 ans, je peux arrêter de regarder par-dessus mon épaule. Que ferez-vous maintenant ?» demanda Gregory. « Vivre, juste vivre. Peut-être prendre un chien, des vacances, des choses normales. » Les yeux d'April étaient humides, des choses que je ne pouvais pas faire quand je fuyais. Ils se dirent au revoir. April promit de rester en contact.
de visiter, d'être partis de l'étrange famille qu'ils avaient forgée à travers un traumatisme partagé. Grégory rentra avec Mélissa, aucun ne parlant beaucoup, il y avait trop à traiter, trop d'émotions. À la maison, Dylan jouait dans la cour arrière avec le petit-fils de Madame Chin, leur rire portant à travers les fenêtres ouvertes. Grégory se tenait à les observer, Mélissa à ses côtés. « Sera-t-il OK ?» demanda-t-elle. « Avec le temps et la thérapie et l'amour ?»« Oui, il est résilient. » Grégory l'attire après. « Nous le sommes tous. » Cette nuit-là, après que Dylan dorme, Grégory s'assit dans son bureau avec un bourbon. Il sortit un dossier qu'il avait gardé caché, rempli de notes de son enquête, chronologie qu'il avait construite, connexions qu'il avait mappées. Le cas était clos, Chéri mourait en prison. Le réseau était démantelé, mais Grégory savait que le mal n'était pas singulier. Pour chaque Chéri qu'ils attrapaient, d'autres opéraient dans l'ombre. Les preuves de la cabane avaient de mener à 37 arrestations à travers 6 États. Ces arrestations mèneraient à plus de preuves. Plus de cas, un effet domino qui continuerait pendant des années. Grégory avait fait sa part, il avait protégé son fils, exposé une prédatrice, aidé à abattre un réseau. Maintenant, il était temps de reculer, laisser les professionnels gérer l'après. Il alimenta le dossier dans son destructeur de documents, observa des années d'enquête obsessionnelle tournées en confetti. Demain, il retournerait à concevoir des bâtiments, à des dîners du dimanche qui n'incluaient pas Chéri, à des sessions de thérapie qui aideraient lentement, prudemment Dylan à traiter ce qui s'était passé, à être un père et un mari au lieu d'un chasseur. La fondation s'était fissurée, mais il l'avait réparée, construite plus forte. 6 mois après la sentence, la vie avait trouvé un rythme qui semblait presque normal. Les cauchemars de Dylan étaient les moins fréquents, ses sessions de thérapie plus sur construire des compétences d'adaptation que traiter le traumatisme. Mélissa avait repris l'enseignement, se jetant dans le travail avec un objectif renouvelé, et Grégory avait complété son projet architectural le plus significatif, un centre communautaire conçu spécifiquement pour des services d'avocature pour enfants. La famille McCarthy était devenue des advocates réticents. Mélissa parlait à des conférences sur reconnaître l'abus dans les systèmes familiaux. April avait publié un mémoire sur son épreuve de 35 ans intitulé « Le masque de la grand-mère ». Et Grégory consultait avec la loi sur la psychologie des prédateurs, prêtant son esprit analytique à la reconnaissance de schémas. Mais aujourd'hui était dimanche, et les dimanches étaient temps familial, nouvelle tradition. Grégory se tenait au grill de la cour arrière, retournant des burgers pendant que Dylan jouait au soccer avec des amis d'école. Mélissa jardinait près, ses mains dans la terre, trouvant paix et croissance. April arriva en voiture, son chien, un sauvetage nommé Phoenix. Sur le siège passager, elle avait pris du poids, semblait plus saine, plus en fuite avait libéré pour vivre. Uncle Greg, appela Dylan. Ils avaient adopté le titre pour April, même si elle était plus comme une tante par lien de traumatisme que par sang. Phoenix est ici. Le chien bondit dans la cour et Dylan le poursuivit. Riant, Grégory observa cette joie simple, ce moment d'enfance normale, et sentit la dernière bobine serrée dans sa poitrine se relâcher. « Comment est la tournée du livre ?» demanda-t-il à April alors qu'elle le rejoignait au grill. Épuisante, cathartique, les gens n'arrêtent pas de me remercier d'être brave, mais j'étais juste fatigué de fuir. Elle accepta une bière, en parlant de quoi « J'ai reçu une lettre de Chéri ». La main de Grégory se resserra sur sa spatule. Qu'est-ce qu'elle disait? Les absurdités narcissistes habituelles. Comment je l'ai trahi? Comment je profite de mensonges? Comment elle est la vraie victime? April prit une longue gorgée. Je l'ai brûlée sans finir. Bien. Son avocat dépose des appels apparemment. Essaie de supprimer la confession. Ça ne marchera pas? C'était propre. Je sais, mais elle continuera d'essayer jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ce que font les prédateurs. Ils n'acceptent jamais la responsabilité. April observa Dylan jouer avec son chien, mais elle ne peut blesser personne de la prison. C'est ce qui compte. Mélissa les rejoignit, essuyant la terre de ses mains. C'est une fête ou une réunion de vigilantes. Peut-être les deux. April grina. Ils mangèrent ensemble, parlèrent de choses normales. Travail, rénovation, le tournoi de baseball à venir de Dylan. La conversation ne toucha pas Chéri. Le traumatisme, l'obscurité qu'ils avaient tous affrontés. Ils avaient appris que guérir signifiait choisir quoi discuter, quand se souvenir et quand lâcher prise. Après le dîner, pendant que les adultes nettoyaient, Dylan approcha Grégory à l'évier de cuisine. « Papa, j'ai une question. »« Vas-y. » Madame Rodriguez dit qu'on doit faire des arbres généalogiques pour l'école. Qui devrais-je mettre pour grand-mère? Grégory sécha ses mains, s'agenouilla au niveau des yeux de Dylan. Ils avaient eu des versions de cette conversation avant,
mais chaque itération semblait importante. Tu peux mettre mamie chérie si tu veux, elle est techniquement ta grand-mère, même si elle n'est plus dans nos vies. Ou tu peux laisser cet endroit vide, ou tu pourrais mettre tante April puisque c'est de la famille choisie. Grégory toucha l'épaule de son fils. C'est ton arbre généalogique? Mon pote, tu décides qui appartient? Dylan considéra ça sérieusement. Je pense que je mettrai April. Elle est meilleure pour être comme une grand-mère. Ça marche pour moi? Cette nuit-là, après que les invités soient partis et que Dylan dorme. Grégory se tenait dans son bureau regardant des plans de bâtiments pour un nouveau projet, un hôpital pour enfants. Il était devenu particulier sur ses clients, choisissant des projets qui semblaient significatifs. L'architecture était sur protéger les gens, créer des espaces sécuritaires. Il comprenait ça plus profondément maintenant. Mélissa apparut dans l'encadrement de la porte, silhouettée par la lumière du hall. « Viens au lit » dit-elle doucement. Dans une minute, elle traversa vers lui, enroula ses bras autour de sa taille. « Regrettes-tu ça? N'importe quoi. Regretter quoi? Franchir des lignes, briser des lois, devenir qui que tu aies dû devenir pour l'arrêter. » Grégory pensa à cette boîte en bois, aux photographies qui le hantraient pour toujours. Au moment où il avait décidé que les limitations légales ne s'appliquaient pas à protéger son fils, aux pièges qu'il avait posés, à la confession qu'il avait engineered, aux zones grises dans lesquelles il avait opéré. « Non, dit-il enfin, je le referai tout, même sachant que ça t'a changé, surtout sachant ça, parce que l'alternative était ne rien faire. Et je ne pouvais pas vivre avec ça. » Il se tourna pour lui faire face. « Pourrais-tu » Mélissa sourit tristement. « Non, je ne pouvais pas. Je suis juste contente que nous n'ayons pas perdu nous-mêmes complètement. Nous n'avons pas perdu nous-mêmes, nous avons découvert qui nous sommes vraiment quand tout est en jeu. » Ils se tinrent ensemble dans le calme de leur maison, reconstruite depuis la fondation. Dehors, la pluie de Portland commença à tomber, lavant les rues propres. Quelque part, Sherry Merrill était assise dans une cellule, probablement complotant des appels, s'accrochant à des delusions qu'elle réclamait le contrôle d'une manière ou d'une autre. Mais son monde s'était effondré complètement. Le réseau qu'elle avait bâti était démantelé. Ses victimes avaient survécu et parlé. Ses crimes étaient de documenter en permanence. Elle mourait en prison, souvenue seulement comme un conte cautionnaire, et Grégory McCarthy vivrait en élevant son fils. Aimant sa femme, construisant des structures qui protégeaient les gens, il avait appris que les fondations importent que vous vérifiez les faiblesses avant défaillance catastrophique, que parfois les structures les plus fortes requièrent de démolir ce qui est corrompu et recommencer. Il avait appris que protéger ce que vous aimez signifie être prêt à lutter, à franchir des lignes, à devenir quelqu'un capable d'affronter l'obscurité. Plus important, il avait appris que gagner ne signifie pas émerger inchangé. Ça signifie émerger avec ce qui compte le plus encore intact. Sa famille était intacte, meurtrie, guérissant, mais intacte. C'était une victoire suffisante. Grégory éteignit la lumière de son bureau et suivit Mélissa au lit. Demain, il concevait des bâtiments. Ce soir, il dormirait sans cauchemar pour la première fois en mois. La fondation était solide maintenant. Quoi que vienne ensuite, ils étaient prêts. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. I don't think that's Oni. I think its blinks are a little... Smidge! Oh, Smidge! Did you did smudge it too, I think. Evil. We didn't see ghost orbs, right? I didn't see ghost orbs. Oh, freaking rude. I'll try. Get a gin test. Can you be an Obake? I'm really nervous about this spot. This spot's horrible for trying to loop. It can be an Obake. Wow, that rain is very loud. I think what I'm guessing is he's a Gayu.
Not an Oni. There we go. I could get him hunting. Is it gonna be horrible? Freaking probably. Here he comes. That does sound slightly faster than 30%. It's 30% for Blood Moon, right? I think it is. That seems fast forward. I gotta hear the like immediate slowdown from this. Like next two hunts would be like a slower and then like super slow for a Gayu. And then I'll smudge them and see if it speeds back up. They can also be twins. Not a spurt. Okay. Thank you, Smidge. Is it still hunting from here? 6.2. Is you a Goryo? Oh my god, that was right in my freaking ear. A little slower. A little slower this time. Now, next hunt, if I don't smudge him or he doesn't bite anything, doesn't step in salt, it should be even slower than this. Let's see. I'm gonna check for dots just to make sure it's not a Goryo. I'm gonna stop you like here. So I shouldn't be able to see it in like real life, but I can see it on the camera. I don't think Goryo has a difference in speed though, so it's probably not a Goryo. Just making sure though. Oh, hey. Are you gonna hunt for multi-layer now? Oh. We don't have a Bombo as an option, right? No. So it should only get slower and stay slow until I smudge it, if it's this guy. I don't think it's a Goryo. I don't think it's a Jin. Jins can't change their speed like that unless they're hunting someone. Faster. Twins. Double twin? That doesn't seem right. What? I beg your pardon? That's much slow or faster than last time. No way. I don't see Gorb. Not a mimic. Unless the Gorbs are in like here. Hi, Amanda. We turned off the bot. Because the bot was killing the stream. So that's why the intros are kind of disabled for now until I can fix it. Smidge, I can't see ghost orbs, and it was faster that hunt. So I might go with twins again. Double twin. Get you back here. Yeah, no, it was really bad. Like I was going, my kilobytes were like in the 2Ks. Welcome back. Let's go. I've got some jobs ready for you. That was really weird. Especially since it was on Blood Moon. That's horrible. Fucking bullshit. Hello, Dragon. Welcome in, dude. Welcome, welcome. Hope you're doing well. Sorry about the intros. They're kind of... I had to turn them off so the stream wouldn't implode on itself. But we're here. And it's actually running. All right, we're here. Take a look at the equipment. I'm happy. I'm doing good. I feel good now.
My stream isn't exploding. Must have summoned the ghost with a curse of Boom, bam, bop. I was so sad last night. It's like, dude, I missed so much stream time. It could have been so good. But we made it. Ease. I should probably just... Hi, dragon. Hi, dragon. Oh, is the heat killing you? I feel the same way about the heat. Don't you worry. When it heats up over here, I'm gonna be big sad. I'm not a big fan. I'm a palor. I love the cold, especially when it's freezing my freaking fingies right now. 11. Basement ghosty? Ghosty might be in basement. Love the heat. No, couldn't be me. Could not. Hi. Oh, just checking the temps. Checking them temps. Doesn't look like. I thought he said freaking them temps, and I was like, huh? No, I think it's in the basement. Warm, but colder. Colder warm. 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 Have you seen the boat? No. I may have walked past it though. I haven't been really looking. I've been just looking at this little screen here. Oh, my eyes. Oh my god. What is that? Oh, turn it off. My eyes. Okay. Ghost tubes. Yeah, no, I am the person that'll sit inside and wait for summer to pass. I would don't go outside. Bad place out there. It's funny because all my friends are like, let's go to the beach, let's go here. And it's like, no. No, I don't want to. Don't try to encourage me in activities outside. I will hiss. Leave me alone. It's not that I hate you. I don't hate you. I just don't want to go outside. You're always going to get a no from me. Also, this makes me really sad, is that you can't put this along the board. It has to be like this. It makes me very sad. Dup. Oh, that's it. Oh. I'm getting cold breath. Upstairs now? There's cold breath down here too. Is it colder here or up there? I think sometimes you can get it right above here. Yeah. By accident. Yeah, 3.1. It's definitely down here. He was even playing with the tree.